Alors sur ces éléments de réflexion qui étaient fort intéressants présentés par Magali Reguetzazit, on va enchaîner, du coup on va reprendre un peu des éléments de législation, on va dire un peu réglementaire plutôt, de responsabilité des élus en matière de risque naturel, avec une intervention du CEREMA, et on va aborder aussi les stratégies d'aménagement via un diagnostic de vulnérabilité. On en a déjà parlé là à l'instant avec Magali, mais on va voir que le CEREMA a une démarche qui s'appuie là-dessus et qui conduise bien sûr à la résilience des territoires. Donc on va avoir un propos maintenant un peu plus technique, porté par Perrine Vermersch, qui est donc responsable d'activité risque naturel et résilience, et Didier Feltz, chef de groupe eau des risques et résilience à la direction territoriale sud-ouest du CEREMA. Bonjour à tous. Effectivement, ça sera une intervention à deux voix. Perrine, donc je vais avoir l'immense plaisir et honneur de poursuivre après Madame Gazi, effectivement, où on a vu que son approche holistique en fait et sa vision globale en fait sur les risques va nous permettre justement d'introduire, en tout cas de partager quelques éléments autour de ce cadre réglementaire et quelques outils aussi qu'on vous propose alors sûrement pas de découvrir, mais en tout cas de rappeler dans le cadre de cette effectivement gestion des risques. C'est vrai que le cadre en fait réglementaire représentera quatre séquences en fait, un peu plus sur un peu les politiques nationales en termes de prévention des risques, un deuxième thème qui est plutôt sur la responsabilité du maire, mais au sens en fait de la charge, de la mission conférée à quelqu'un. Je préfère cette expression que responsabilité. Un troisième temps qui sera plutôt autour de l'aménagement du risque, du territoire et la prise en compte des risques à travers effectivement différents outils dont certains sont développés par le CEREMA, et enfin un quatrième thème sur la résilience. Donc en matière de politique, et c'est vrai que ce cadre réglementaire en fait existe et c'est effectivement un sujet qui est prioritaire en fait pour l'État, et donc c'est vrai que là on va faire plutôt une focale sur en quelque sorte l'adaptation. Les outils qu'on présente sont plus liés effectivement à ces enjeux d'adaptation et comment le territoire vit avec ces risques, au-delà du fait que effectivement tout ce qui a été exprimé auparavant sur la variabilité en fait de l'intensité de ces phénomènes. Donc c'est bien une priorité de l'État en fait qui est menée par le ministère, et notamment pour maîtriser les conséquences en fait des risques naturels et notamment aussi des risques technologiques. Du coup, on voit bien que sur vos territoires, vous êtes confrontés à ces risques, difficile d'éviter totalement ou de se préserver totalement de ces risques. Et donc, on est bien sur une stratégie ou une politique pour réduire autant que faire se peut les conséquences, ce qui n'est pas forcément le cas pour les risques technologiques, où on est plutôt sur du réduction du risque à la source, ce qui n'est pas le cas en risque naturel, même si après on peut avoir des réflexions à l'échelle d'un bassin versant qui permettent effectivement de limiter des fois les conséquences de phénomènes à cette échelle-là. Donc on est bien sur cette logique de réduire les conséquences des dommages potentiels, et qui est une politique complémentaire à celle de la protection civile qu'on ne va pas aborder, même si on va parler de gestion de crise. Et donc ces deux politiques s'articulent également avec une politique d'indemnisation des dommages. Donc c'est vraiment pour poser un cadre. Vous avez beaucoup plus d'éléments effectivement sur le site qui est référencé, et je vous propose plutôt de voir sur ce type de portail en fait les informations liées à cette politique. Enfin, ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'il y a 7 piliers de la prévention, 7 piliers qu'on va retrouver généralement sur l'ensemble en fait des actions qu'on va mener sur un territoire, qui passent de la connaissance. Donc on en a parlé tout à l'heure avec par exemple l'Observatoire des risques en Nouvelle-Aquitaine, qui est une base fondamentale pour pouvoir progresser justement sur l'appropriation de ces risques, le partage des informations. Et on va jusqu'à ces 7 piliers, en passant par la surveillance, la prévision, l'information préventive et l'éducation des populations, la prise en compte dans l'aménagement, donc on va voir quelques outils liés à ça, la réduction de la vulnérabilité, la préparation en gestion de crise et la gestion de l'après-crise. Donc comme effectivement notre présentation est orientée vers vous, comment dire, élus locaux et techniciens, d'une politique en fait qui était peut-être principalement portée encore par l'État il y a quelques années, en fait, il faut prendre conscience que l'ensemble des acteurs du territoire, des élus, des collectivités, mais aussi des citoyens maintenant sont partie prenante en fait dans ces différentes actions, et de plus en plus, et ce que vous avez vécu cet été autour des retours d'expérience sur les incendies de feux de forêt, montre que aussi les citoyens sont des acteurs à part entière. Après ces 7 piliers, ce qu'on peut évoquer également, c'est effectivement la stratégie nationale qui a été évoquée aussi précédemment, qui va être peut-être évoluée dans
dans les mois à venir, mais en tout cas, c'est une stratégie qui vise à réduire la vulnérabilité avec 3 grands objectifs qui sont d'une part d'augmenter la sécurité des populations exposées et qui donnent lieu justement à essayer de mieux préparer, de mieux intégrer les risques dans les politiques d'aménagement, de réduire cette vulnérabilité, mais c'est aussi de stabiliser à court terme et de réduire à moyen terme le coût des dommages liés à l'inondation. Donc là, on revient sur des sujets assurantiels avec un dommage croissant et l'émergence de nouveaux risques. Tout à l'heure, vous avez évoqué le risque ruissellement pour lequel effectivement on est peut-être sur une expérience beaucoup plus récente en fait et pour lequel effectivement on aura sûrement aussi toute une politique à construire. Et enfin, le troisième pilier, c'est raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés. Donc c'est vrai que vous, on l'a évoqué, on travaille beaucoup la prévention, la gestion de crise, mais peu aujourd'hui encore en fait ce retour à la normale qui est aussi en fait un point essentiel dans une démarche en fait territoriale et notamment le retour à la normale est aussi un élément essentiel en fait pour un territoire pour justement les stratégies de résilience visent à permettre au territoire de rebondir. Voilà un peu pour un cadre très institutionnel, mais qui donne un peu des éléments sur lesquels on peut se référer. On peut passer maintenant à donc cette notion en fait de charge plutôt de mission conférée aux élus, et notamment les documents d'urbanisme. Donc même si ça a été évoqué juste précédemment, comme effectivement un certain nombre de documents essentiels sur lesquels en fait on doit investir pour cette prise en compte des risques, et j'y reviendrai après, que ce soit dans le SRADET, les SCOT, les PLU ou PLUI, ou des cartes communales, on sait qu'on a un cadre réglementaire qui peut permettre justement que cette action en fait des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre ces objectifs de prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques et des pollutions et des nuisances de toute nature. Donc une fois qu'on a dit ça, effectivement, la transcription dans ces documents fait l'objet souvent de nombreuses réflexions, que ça aille du porter à connaissance de l'État vers ces collectivités pour justement mieux intégrer ce risque sur les territoires. Mais en tout cas, dans ce maillon, le PLU, le PLUI, donc la réflexion, on va dire, territoriale, est à mon sens un maillon essentiel sur lequel maintenant justement on peut prendre en compte un risque, même au-delà peut-être d'outils prescriptifs comme le PPR, on va l'aborder en suivant, parce que vous avez aussi la possibilité d'avoir cette connaissance. Pour faire un peu le lien entre justement quand, quand, quand on peut travailler effectivement sur une connaissance simple du risque ou au contraire de passer par un PPR, en fait, petit rappel sur simplement l'article R111.2 du Code de l'urbanisme, c'est un article en fait qui est à votre disposition effectivement pour prendre en fait des mesures en termes de réduction de risque ou de péril imminent, mais effectivement qui est plus pris dans une logique de prévention. Et donc ça doit reposer sur une connaissance exacte du risque naturel. Donc une fois qu'on a dit effectivement ce terme de connaissance exacte du risque naturel, c'est là que se pose la question de à travers quel outil, quelle démarche, quelle connaissance. Et donc c'est peut-être la limite aujourd'hui en tout cas de cet article-là, c'est que souvent on a un phénomène qui s'est produit sur un territoire, on a un retour d'expérience, on a quelques informations, mais on n'a pas de connaissance exacte de ce risque. Après, il peut se répéter dans le temps. Donc, du coup, on est aussi plus dans une démarche de préserver la sécurité publique, et donc on n'est pas dans une démarche en fait de prévention, comme va le permettre le PPR. Donc, c'est aussi la limite en fait du R111.2. Et donc, du coup, ce qu'on peut retenir aussi, c'est que la jurisprudence autour en fait de l'utilisation de R111.2 considère que de manière générale, les études ou les données ou les informations qui sont produites dans les PPRN qui font l'objet de porte à connaissance pour les communes, peuvent être utilisées justement pour utiliser ce R111.2, même si un PPR n'est pas, approuvé. Donc, pour illustrer un peu ce basculement, donner un peu d'éléments en fait concrets sur à quel moment doit-on passer d'une connaissance en fait basée sur un retour d'expérience, comme sur cet événement du 25 juillet 2014 sur le territoire de la CDC Convergence Garonne. Je présente en fait sur la diapositive de gauche le résultat en fait d'une étude qui a été menée sous la maîtrise d'ouvrage de la direction départementale pour essayer d'élaborer justement des emprises en fait liées à cet événement et qui peuvent retranscrire des éléments d'information simplement sur des zones impactées, mais aussi à certains endroits des hauteurs, mais qui finalement atteint une certaine limite à un moment donné quand on veut passer sur, par exemple, la révision d'un PLUI,
qu'on va avoir une connaissance exhaustive, sachant que là, on a simplement un événement qui est représenté, et que quand on passe dans une démarche d'appropriation du risque, les hypothèses qu'on prend effectivement dans les plans de prévention des risques, c'est des hypothèses d'événements centenaux, et donc il faut essayer de caractériser un événement de ce type-là. Et donc dans la représentation de droite, ce qui vous est présenté, c'est justement comment on a mis en œuvre, cette fois dans le cadre d'une démarche menée par une collectivité, et donc dans le cadre d'une révision du PLU, une meilleure connaissance de ce risque d'aléa ruissellement à travers une connaissance notamment sur les hauteurs, les vitesses ou les temps de propagation, et une meilleure connaissance par rapport à un phénomène de type centenal. Donc c'est un peu ce basculement, on va dire, à quel moment sur votre territoire finalement vous avez de nombreux impacts qui se répètent. Vous savez qu'il y a une sensibilité par rapport à un phénomène, donc là c'est un exemple ruissellement, mais ça pourrait être d'autres types de phénomènes d'aléas, et à quel moment on bascule, où on prend effectivement l'engagement, la nécessaire connaissance en fait de ce phénomène pour mieux finalement le gérer sur le territoire. Voilà un peu pour cette première séquence. J'ai été peut-être un peu rapide. Il me reste le PPRN avant de passer la voie à Perrine. Non, et là j'ai ma pile aussi, excusez-moi. Donc j'enchaîne. Donc du coup, une autre façon, effectivement, c'est d'aborder à travers le plan de prévention des risques naturels. Donc ça a été évoqué. C'est un outil effectivement qui est aussi co-construit entre les services de l'État, donc en direction départementale, les services préfectoraux et les collectivités, qui vise justement à mieux connaître ces zones à risque, mieux les faire connaître aux populations, mais aussi aux aménageurs, et qui définit un certain nombre de mesures pour réduire la vulnérabilité. Ce type de démarche s'inscrit effectivement dans des dispositifs de prévention des risques, et bien sûr, des documents comme les PLU doivent prendre en compte les risques de PPR et doivent être compatibles. Donc le PPR est annexé au PLU. Donc le PPR, par rapport au R111.2, comme j'évoquais tout à l'heure, permet d'aller plus loin. Notamment, c'est effectivement se repose en fait sur le code de la construction, donc pour imposer des mesures réglementaires sur, par exemple, des bâtiments, mais aussi on peut prendre des mesures en termes d'aménagement ou de gestion des territoires. L'intérêt aussi, c'est qu'à l'échelle territoriale, ça permet de se poser un instant et d'avoir cette réflexion sur des parties d'aménagement, des choix d'aménagement, notamment dès qu'on a connaissance de ces aléas, de effectivement réorienter en fait des stratégies d'aménagement sur son territoire et quelque part de préserver des espaces, on va dire naturels ou des espaces à haut risque comme étant des zones non aménageables. Et enfin, voilà, le PPR s'impose à tous, que ce soit aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités, notamment lors de la délivrance des permis de construire. Et donc, ça permet effectivement à la collectivité d'être plus solide sur la délivrance de ces permis de construire, comme je l'ai exprimé tout à l'heure. Le PPR renforce en tout cas la gestion de ce type de documents. Mais effectivement, les PPR ne sont pas produits sur l'ensemble des territoires. Généralement, on s'intéresse aux zones à fort risque. Vous connaissez peut-être aussi les territoires à risque important, qui sont aussi des territoires qui ont été matérialisés comme étant prépondérants pour essayer d'identifier ces risques. C'est pour ça que les collectivités peuvent d'elles-mêmes aussi prendre le parti de avoir cette connaissance et de la traduire dans leurs documents d'urbanisme sans que l'État soit forcément interventionniste. Une petite slide sur la GEMAPI quand même, qui est en fait un élément aussi qui est apparu dans le paysage en 2018 et qui transfère en fait des compétences obligatoires aux EPCI à fiscalité propre, notamment sur les alinéas 1, 2, 5 et 8 du Code de l'environnement, donc qui concerne le 1, l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, l'alinéa 2, l'entretien et l'aménagement des cours d'eau, canals, lacs, notamment leurs accès, l'alinéa 5, c'est tout ce qui concerne la défense contre les inondations, et notamment les systèmes d'environnement, et contre la mer, et enfin l'alinéa 8, c'est la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides. Donc on classe en fait, et je ne vais pas développer plus en fait, on classe ces items 1, 2 et 8 plutôt dans un axe gestion des milieux aquatiques et l'item 5 plutôt dans la prévention des inondations, c'est la GEP. Il y a aussi des compétences optionnelles qui peuvent être additionnées à ces compétences non optionnelles. C'est entre autres la compétence 12 qui est l'animation et 4 le ruissellement. Donc je fais que ce slide parce que c'est aussi des sujets qui sont pris en compte aujourd'hui et qui font l'objet d'échanges, mais c'était aussi d'intégrer dans le paysage un peu de cette prise en compte des risques, cette obligation qui est relativement structurante aujourd'hui pour les territoires qui sont soumis notamment à des inondations fluviales ou submersion sur le territoire girondin. Du coup, je passe dans cette première phase la parole à Perrine qui va enchaîner sur la gestion de crise.
Bonjour à tous. Donc oui, je vais enchaîner sur tout ce qui est gestion de crise et information préventive. Donc nous, on balaye vraiment beaucoup de sujets aujourd'hui en peu de temps, donc on va pas rentrer à chaque fois trop dans le détail, hein, mais c'est pour vous donner déjà quelques billes et puis après vous laisser la possibilité d'aller plus loin ou peut-être dans d'autres modules, on pourra aller plus loin. L'idée là, c'était de vous parler de la gestion de crise. Donc, vous êtes sûrement déjà très au courant de ce qui s'y passe, mais juste rappeler que le maire est l'autorité de police municipale, donc il a forcément des obligations de protection des populations et des biens et la responsabilité d'alerter, d'informer, évacuer la population lors d'une crise, et que par de la même, il assure la fonction de directeur des opérations de secours. Sur les responsabilités du maire, la gestion de crise, ce qui est important de connaître, c'est le plan communal de sauvegarde de PCS ou plan intercommunal de sauvegarde, PCIS. Lui, il regroupe l'ensemble de tout ce qui est documents de compétences, alors communal ou intercommunal, sur l'information préventive et surtout la protection de la population, la gestion de la crise. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus, mais après, je vais faire des diapos sur les nouveautés surtout. Juste en arrière une fois, s'il vous plaît. Voilà, juste pour dire aussi qu'il y a la possibilité, et c'est très important, de créer une réserve communale de sécurité civile, donc qui est composée de citoyens volontaires et bénévoles. Donc là, c'est un sujet vraiment important aussi. On l'a déjà évoqué lors de derniers séminaires sur ces sujets. Vraiment, le côté bénévolat et solidarité est indispensable dans la gestion de crise. Ils viennent vraiment appuyer les pouvoirs publics. Ça a été évoqué notamment, par exemple, sur la gestion des feux de forêt en Gironde cet été. Donc vraiment, c'est un point important qu'il ne faut pas négliger et dont on a la possibilité. Donc je disais oui sur les nouveautés. Donc il y a eu la loi Matras en novembre 2021 qui a amené de nouvelles obligations. Donc je ne veux pas rentrer dans tout le détail, il y a beaucoup de choses dans cette loi et des décrets derrière, mais ce qui est important de savoir, c'est que par exemple, il y a une sorte de monsieur PCS, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, un correspondant un peu incendie et secours qui doit être désigné au niveau de chaque commune, sauf si, comme c'est indiqué, il y a déjà un adjoint ou un conseiller qui est en charge de ces questions. Et puis, il y a des nouveautés par rapport au PCS et PICS, qu'on va voir sur la diapo suivante. Voilà, merci. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'avant cette loi, il y avait déjà une obligation de PCS pour les communes qui étaient concernées par un PPR. Donc, ça faisait à peu près 12 000 communes actuellement en France. Le changement de la loi, c'est que c'est étendu l'obligation de ce PCS à toute commune exposée à au moins un risque majeur. Donc, ça change quand même beaucoup la donne parce qu'on va ajouter environ 11 000 communes et on va passer en fait finalement à pratiquement les 2/3 des communes françaises qui sont concernées par l'obligation de faire un PCS. Puisque quand on dit risque majeur, typiquement, je peux vous donner un exemple, c'est sur les risques sismiques. C'est toutes les communes qui sont en zone de sismicité 3, par exemple, sont concernées, 3, 4, 5. Donc, ça fait vraiment beaucoup de communes en France. Il y a aussi l'obligation de faire des exercices tous les 5 ans à minima avec des citoyens si possible, et c'est fortement conseillé, avec la sécurité civile et puis tous les acteurs de la gestion de crise. Ce que j'ai oublié de dire, c'est aussi que le PCS et PCIS devront être mis en œuvre 5 ans au plus tard, 5 ans après la publication de la loi, donc c'est-à-dire d'ici le 26 novembre 2026, pour avoir ces documents élaborés et signés par les communes et interco quand c'est un PCIS. Donc sur les PCIS, en effet, avant la loi, il y avait une possibilité finalement pour les EPCI de mettre en place des sortes de plans intercommunaux de sauvegarde qui venaient un peu en remplacement des PCS. Maintenant, c'est vraiment différent. On est vraiment sur une obligation déjà pour les EPCI de prévoir un PICS dès lors qu'ils ont une commune membre qui est soumise à l'obligation d'un PCS, donc une des 2/3 des communes françaises. Et puis, l'important, c'est sûr de se dire que le PICS,
ce n'est pas juste un document de substitution. Il vient vraiment en plus des PCS. C'est pas une compilation d'eux, c'est une concertation avec les acteurs. Il vient apporter un niveau de sécurité et de mutualisation de moyens à l'échelle intercommunale en plus. Et donc, il y a vraiment une idée d'articulation entre ce PCIS et les PCS de toutes les communes rattachées. Donc voilà, donc ça c'était la gestion de crise. Maintenant, je vais faire quelques diapos juste sur l'information préventive. Donc, vous dire que sur la prévention préventive, il y a plein d'outils qui existent sur les risques, la prévention, l'alerte, les secours, etc. Que ça soit à une échelle départementale, au niveau de responsabilité, par exemple, du préfet, et c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec le DDRM. Il peut y avoir d'autres choses, par exemple pour les responsables de camping, etc. Là, je vous ai mis le petit icône pour vraiment l'élu, le maire. Il y a un document qui est très important, qui est le DICRIM, le document d'information communale sur les risques majeurs, qui informe en fait de tous les risques qu'il y a sur la commune, naturels et technologiques, les bons comportements à avoir. Donc ce DICRIM, il découle du DDRM en fait, puisque dans le DDRM, on retrouve la liste de toutes les communes avec tous les risques associés. Donc à partir de là, le maire peut élaborer son DICRIM. Voilà, donc il y a d'autres choses aussi, comme l'information communale périodique lorsqu'on est concerné par un PPRN. Ça peut être des réunions publiques, de l'affichage, etc. Et puis des choses un peu plus spécifiques, comme les cartes communales pour les cavités souterraines, qui sont aussi insérées dans le DICRIM, et les postes de repères de crues que vous connaissez sûrement aussi. Pour vous dire que ça, c'était on va dire des éléments réglementaires, mais l'important aussi sur la culture du risque, et on le ressent vraiment là depuis quelques temps, c'est vraiment l'idée d'aller plus loin et de développer finalement une culture du risque sur son territoire. Ça peut passer par deux grands items. C'est déjà avoir ces documents réglementaires, ce qui n'est pas toujours le cas, mais bon, avoir ces documents et les porter un peu autrement, les élaborer d'une autre façon. Donc je vais vous montrer un exemple juste après. Voilà, sur ces documents un peu réglementaires d'information préventive. Et puis c'est aussi développer des nouvelles actions en utilisant des nouveaux leviers de sensibilisation, puisque on le voit, il y a plein de choses qui marchent assez bien sur la culture du risque. Donc, ça peut être des outils pédagogiques, ça peut être changer un peu de regard et entrer par une autre porte sur le risque pour que ça soit moins anxiogène. Ça peut être commémorer des expositions, des balades comptées, des pièces de théâtre, plein de choses qui existent qui permettent d'aborder la culture du risque autrement. J'ai fait aussi un petit zoom là mais je vais pas en détailler plus parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, le fait que ce sujet est aussi pris par les ministères, donc la conjointement écologie et intérieur, avec un plan national qui s'appelle Tous résilients face au risque, vous le trouverez facilement sur Internet. Et dedans, il y a plein de mesures qui ont été élaborées pour voilà, développer sur le territoire la culture du risque, les bons comportements, que chacun puisse agir pour sa propre sécurité. Donc voilà, donc il y avait la journée du 13 octobre où il y a eu plein d'actions au niveau territorial. On l'a évoqué tout à l'heure. Voilà, juste montrer deux exemples là pour aller plus loin. Par exemple, je parlais de certains leviers. Donc, il y a des outils ludiques et pédagogiques. Donc là, je vous ai mis une photo de la maison du risque sismique à Lourdes. Où on peut avoir plein de maquettes, on peut dire des outils un peu pédagogiques, des nouvelles technologies, des simulateurs de séisme, voilà, pour intéresser et montrer autrement aussi le séisme, même si là on peut voir, vous voyez peut-être pas très bien, c'est petit, mais aussi là de la commémoration par exemple du séisme d'Arrête, qui est quand même assez marquant dans la région. Et puis à côté, c'est l'extrait de la première page du DICRIM de Salès-sur-Sanne, qui est une commune en Isère, qui a choisi de rédiger son DICRIM en prenant un peu le parti un peu artistique, alors là assez particulier des zombies et des monstres, etc., pour rédiger son DICRIM, avoir une autre approche. De plus, c'est quand même un DICRIM en plus qui a un autre levier, c'est la participation, puisque là, ils ont vraiment été rédigés avec les jeunes de la commune. Donc voilà, ça les a impliqués dès le plus jeune âge dans l'information réglementaire.
Alors, sur l'aménagement du territoire à risque, il y a 2 petits sujets. Donc, assez rapidement, juste sur la vulnérabilité. Donc, c'est pareil, on l'a un petit peu évoqué avant et je pense qu'il y aura peut-être d'autres modules pour aller plus loin. Donc, je ne vais pas m'étendre trop, mais c'est important quand même de se rappeler que donc il y a vraiment ce croisement entre l'aléa, on l'a évoqué, selon sa nature, hein, puisqu'il y a plein de choses entre l'inondation, le mouvement de terrain, le retrait-gonflement des argiles, etc. Et l'occurrence, c'est l'intensité qui permet d'avoir une certaine cartographie de l'aléa sur les territoires qu'on vient croiser aux enjeux, voilà, qui ont différentes formes. Il peut être des enjeux humains sur la sécurité des personnes. Là, on retrouve les grands piliers de la stratégie nationale, et des enjeux économiques pour la réduction des dommages, des enjeux aussi environnementaux, quand c'est la dégradation de l'environnement et de la biodiversité. Finalement, la vulnérabilité, on vient faire aussi, pourquoi faire un diagnostic? Déjà, c'est pour appréhender finalement ces différentes vulnérabilités, parce que connaître l'aléa et les enjeux, c'est pas suffisant. Il faut connaître finalement la vulnérabilité pour mieux agir. Ça permet de pouvoir se doter d'un plan d'action de réduction de vulnérabilité sur son territoire et de mieux réfléchir. Et c'est ce qu'on a fait dans l'exemple sur la diapo suivante. Voilà, avec un territoire. Donc, on a travaillé dans la Vienne sur différents indicateurs de vulnérabilité du territoire, voilà, qui se font selon les trois axes de la stratégie, hein, comme je vous l'ai dit. Ça peut être des indicateurs, par exemple, sur le nombre de populations en zone inondable, le nombre de populations dans des bâtiments de plein pied sous 1 mètre d'eau, les routes inondées, la perte, les dommages aux agricultures, etc. Donc, il y a une vingtaine d'indicateurs qui ont été calculés. Donc ça a permis de faire un plan d'action pour les élus. Mais il voulait vraiment aussi aller sur la culture du risque et permettre au plus grand nombre de pouvoir s'approprier ces résultats. Et c'est pour ça qu'on a créé un observatoire de la vulnérabilité aux inondations. C'est un outil Internet, un site Internet ouvert au grand public. Donc, il y a l'adresse, là, vous pourrez aller voir. Et ça permet vraiment d'avoir des cartes comme ça, là, avec le nombre à chaque fois ici, ça doit être le taux d'habitants en zone inondable. Voilà, on l'a par commune, on peut faire des graphiques, on peut avoir l'ensemble des données, on peut savoir quelles sont les sources, quelles sont les limites, etc. Donc, c'est assez complet et ça permet vraiment au grand public d'avoir cette notion de vulnérabilité qu'on a peut-être un peu moins jusqu'à présent. Et je crois que je laisse la parole, voilà, à Didier sur les leviers d'aménagement face au risque. Oui, donc sur cette séquence, en fait, effectivement, c'est un peu d'essayer de présenter quels sont les outils aujourd'hui disponibles justement pour peut-être travailler sur ce renouvellement urbain qui a été évoqué tout à l'heure, hein, sachant qu'effectivement, par le principe, j'allais dire, de base, c'est de ne pas construire en zone inondable ou zone à risque de manière générale, et qu'effectivement, partout où on est confronté à ces risques, aujourd'hui, on n'est pas démunis et on voit que justement, à travers la diapositive suivante, les politiques, ou en tout cas la façon d'aborder le territoire et les enjeux sur le territoire confrontés aux risques évoluent depuis une dizaine d'années. Le ministère, donc via la DGALN et la DGPR, ont lancé un certain nombre d'ateliers nationaux qui visaient justement à prendre en compte soit d'une part des enjeux économiques ou des problématiques de risque. 2012 à 2015, donc on a eu d'abord des ateliers nationaux. Je représenterai effectivement l'entrée sud de Cahors pour illustrer un peu ces premiers ateliers qui avaient été lancés avec une problématique de risque. On a eu les grands prix d'aménagement de 2015 et 2016 et les concours d'idées en 2021 qui ont pour objectif en fait d'apporter sur le territoire une sorte d'ingénierie ou d'appui et de réflexion, on va dire, à l'échelle du projet d'aménagement pour vraiment décloisonner, en tout cas desserrer tous les verrous qu'on peut rencontrer sur un territoire en y associant en fait tous les acteurs, que ce soit l'échelon de l'État local, voire national, mais aussi des acteurs économiques, des populations, suivant les contextes. Et donc c'est vraiment une autre façon d'aborder effectivement la prise en compte du risque dans un projet d'aménagement en essayant de lever à la fois les freins techniques, mais aussi les freins réglementaires s'il y en a. C'est un peu les quelques illustrations qu'on va voir sur la diapositive suivante, c'est un peu ces retours d'expérience, ces changements de pratique qu'on voit apparaître en fait sur le territoire. Donc là, entre autres, le CEREMA a travaillé à Grenoble Métropole pour travailler justement sur un guide métropolitain de l'aménagement résilient en zone inondable constructible. Hein. Ce terme-là, effectivement, doit être traduit en zone inondable constructible
constructible au sens où effectivement l'aléa est en quelque sorte réduit ou compatible en fait, en tout cas un aménagement. Donc si on pense à un règlement PPR, c'est plutôt des zones bleues dans lesquelles on a effectivement un aléa moyen, faible, et sur lesquelles en fait on peut se permettre soit d'aménager l'existant ou à la marge en fait, en tout cas d'adapter en fait le territoire. Du coup, quels sont ces leviers concrètement dans une opération d'aménagement, mais j'allais dire même à une échelle d'un projet très localisé, on peut effectivement adapter dans le programme d'aménagement, notamment suivant l'échelle de réflexion, on va valoriser des zones inconstructibles, que ce soit des zones agricoles, soit des parcs, toute autre solution. On va effectivement essayer d'avoir des usages peu vulnérables dans les rez-de-chaussée inondables, notamment sur des établissements sensibles hors zone exposée, en fait, local, collectif, parking. Donc on va vraiment en fait adapter le programme au contexte et à la connaissance de l'aléa, mais c'est aussi effectivement mutualiser des solutions. Notamment, en fait, on peut se permettre de remodeler le terrain pour essayer justement de peut-être d'avoir de nouvelles zones, soit d'expansion, mais et peut-être de préserver certaines infrastructures. C'est aussi des ouvrages de protection, c'est des accès pour les personnes à mobilité réduite ou des parkings en silo qu'on va extraire des zones inondables. C'est aussi, en fait, dans ces réflexions, assurer le fonctionnement des réseaux ou leur redémarrage rapide. Donc, ça fait partie de la résilience. On va avoir une réflexion sur les réseaux primaires pour qu'ils soient résistants et notamment avoir des galeries, en fait, multi-réseaux accessibles qui peuvent être remises en route rapidement. Ça peut être aussi des transformateurs électriques qui sont construits effectivement hors zone inondable. Et enfin, c'est aussi à travers le projet d'aménagement de faciliter la gestion de crise, notamment pour l'évacuation des personnes, voire le maintien des personnes. Si on part sur un principe de maintenir en fait les personnes dans leur habitation, il faut quand même qu'elles puissent circuler pour aller soit faire des courses ou prendre des médicaments ou autre chose, ou au contraire faciliter l'évacuation. Donc ça va être des cheminements protégés, des refuges collectifs. Sur la presqu'île Langues, par exemple, vous avez des exemples de réflexion de Bordeaux Métropole sur ce principe de zone refuge collectif. Donc tout ça, ce sont des éléments qui, dans le projet d'aménagement, permettent de répondre à cette problématique de compatibilité avec le risque. Et du coup, ça pose la question aussi du périmètre en fait de réflexion. Souvent, on parle aujourd'hui beaucoup de bassin de risque, en fait, un bassin versant, et on a malheureusement une réflexion sur le projet d'aménagement à l'échelle très localisée. Et du coup, il ne faut pas hésiter effectivement à dézoomer et de redéfinir un périmètre de réflexion, ne serait-ce que pour des éléments autour des mobilités. Hein. Donc là, c'est un projet de parc métropolitain en bord de Loire. Effectivement, des intentions de définir des mobilités douces en bord de Loire. Et du coup, justement, le périmètre a été étendu suite à ce type de réflexion, du bon périmètre. Et ça, c'est, je pense, un élément important aussi quand vous travaillez sur des petits projets, de penser à cet échelon amont, cet échelon aval, qui sont autant d'éléments qui peuvent soit impacter ou subir, au contraire, des contraintes d'aménagement. Pour poursuivre, en fait, dans les mesures d'adaptation, hein, donc, ces éléments-là viennent c'est un peu de ces réflexions, des ateliers nationaux et comment finalement les différents projeteurs ont répondu par des solutions opérationnelles. Donc on a l'évitement horizontal dans lequel on va avoir une réflexion sur les implantations, les déplacements en dehors de la zone inondable. Donc on va privilégier effectivement, là vous avez en fait en bleu, en rouge les zones inondées. Les flèches sont des zones de circulation en fait de ces écoulements. Et en bleu, plutôt des zones en fait qui sont hors champ d'inondation, ou en tout cas un peu surélevées. Donc on va plutôt mettre un projet sur les secteurs représentés en jaune. Ça peut être aussi d'aller en dehors des zones préférentielles d'écoulement. Donc là, on parle de vitesse supérieure à 1 mètre seconde, qui font référence effectivement à ces échelles de circulation de personnes dans un aléa. Donc tout ça peut se réfléchir à l'échelle du projet et adapter vraiment ces évitements. L'évitement vertical, ça constitue plus à mettre hors d'eau une infrastructure ou un groupe électrique. Donc là aussi, on a de plus en plus en fait de gestionnaires de réseau qui prennent en compte en fait ce type d'aménagement pour soit déconnecter leur réseau ou en tout cas les mettre hors d'eau. On a des réflexions aussi d'adaptation autour de l'étanchéification. Donc là, c'est comment effectivement on prévient les remontées d'eau, notamment quand on a des réseaux d'assainissement qui sont d'eau pluviale qui se rejettent dans ces espaces en fait d'inondation.
et éviter de remonter par les collecteurs, donc des clapets anti-retour. C'est aussi, en fait, suivant le type de phénomène sur lequel on travaille, des protections contre les courants forts. Donc là, on est plus sur des zones de concentration, en fait, des écoulements, avec des écoulements très rapides qui peuvent avoir des vitesses d'affoulement, ce qu'on peut trouver dans des phénomènes de ruissellement. Donc on va protéger avec des ancrages, des citernes par exemple, avoir des murs déflecteurs. Et enfin, le dernier concept, c'est la réparabilité. Et donc, c'est la capacité en fait de revenir rapidement vers des infrastructures, vers des réseaux pour essayer de remettre en marche, réparer, nettoyer ce type de gaine ou de canalisation. À titre d'illustration, sur un projet sur lequel, en fait, justement, je disais que ça avait été évoqué sur les territoires économiques soumis à des risques, c'est l'entrée sud de Cahors, donc 2005. Donc, on est en 2022. Aujourd'hui, ce projet en fait repart à travers un partenariat public d'aménagement entre l'État et la collectivité pour aménager l'entrée sud. Et donc, c'est juste pour vous donner une illustration entre un territoire très contraint sur l'image de gauche, on voit un aléa très fort en rouge partout sur le territoire, et in fine sur l'image de droite, des solutions d'aménagement qui ont répondu en tout cas aux attentes. Donc on parlait de projets politiques tout à l'heure de la collectivité pour à la fois conserver un certain nombre d'enjeux qui sont toujours représentés en gris sur lesquels on voulait qu'il y ait effectivement qu'il n'y ait pas de destruction, et donc un projet hydraulique qui permettait de contenir en fait le débordement en tout cas de la crue Centenale, mais par contre aussi des endroits qui sont représentés par des enjeux en vert, qui sont des bâtiments sur lesquels on n'avait aucune solution technique et qui devaient faire l'objet d'expropriation dans le cadre de cette réflexion globale. Aujourd'hui, c'est un partenariat public d'aménagement qui permet justement d'apporter encore des outils financiers, des outils techniques pour aller jusqu'à des maîtrises d'œuvre travaux pour réaliser ce parti d'aménagement avec une réflexion sur l'aménagement global en fait de l'entrée sud, avec aussi un projet d'écoquartier. Du coup, cette échelle en fait de projet d'aménagement est importante, ou en tout cas permet d'avoir un certain nombre de solutions pour intégrer ces risques dans un projet d'aménagement. Voilà, j'en finis, je repasse la parole à Perrine pour aborder la résilience. Bon, alors je vais faire très vite parce que je vois qu'on est très en retard. Donc, juste pour vous dire sur la résilience quelques diapos, et voilà, si ça serait très difficile de faire là en 2-3 minutes parler que de la résilience. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi pour avoir plus d'informations. Juste pour vous dire que la résilience, pourquoi c'est important, parce qu'on l'a évoqué là dans l'après-midi, que vraiment on n'est plus dans une situation de choc un peu hors du commun sur le territoire. On l'a vu, en fait, on est dans une nouvelle réalité à laquelle il faut maintenant s'adapter, et des réponses un peu des collectivités sont attendues finalement sur ce sujet pour préserver les enjeux et aller vers des territoires plus résilients. Juste pour vous dire que la résilience, comme on l'entend nous, la résilience du territoire, parce que bon, la résilience, il y a plein de projections sur lesquelles on peut aller, mais la résilience, notamment face aux risques naturels ou aux risques majeurs globalement, c'est vraiment aller sur un territoire qui sait anticiper tout type de perturbations, agir pour atténuer les effets ou leur apparition, savoir rebondir, récupérer, se relever, mais aussi s'adapter, se transformer pour arriver à un nouvel état d'équilibre qui ne sera pas celui de départ, mais qui permettra le fonctionnement du territoire. Donc finalement, comment devenir plus résilient? Donc nous, on est vraiment sur une approche qui se veut systémique, puisque voilà, c'est globalement un système. Il y a plein de menaces qui interagissent entre elles. On l'a évoqué aussi dans l'après-midi. Donc on peut vraiment pas fonctionner en silo et se dire je regarde que l'inondation ou des choses comme ça. Et finalement, c'est tous les aléas, c'est le changement climatique, c'est le fonctionnement du territoire, les inégalités, etc. C'est une approche participative et de co-gouvernance. Donc, c'est vraiment une vision partagée finalement des enjeux du territoire, comment on peut agir collectivement pour garantir les besoins de fonctionnement de ce territoire. Et c'est pour ça que nous, on le travaille sous forme d'atelier, je vous montrerai juste après. Et puis, c'est une approche territorialisée, parce que même si on a une démarche globale qui est toujours à peu près la même, de résilience, on vient vraiment s'appuyer sur des forces, des ressources locales
chaque territoire est un peu différent, donc voilà, il faut s'adapter au territoire. Donc le CEREMA a développé une démarche de résilience avec un outil qui s'appelle la boussole de résilience que vous avez là sur la droite. Donc l'idée de la démarche, c'est vraiment en 4-5 étapes de déjà prendre la mesure des bouleversements, donc comprendre et se mettre en marche dans le territoire, vraiment pour voir quelles sont les implications, les perturbations avec le changement climatique, se mobiliser. Ensuite, changer d'approche pour aller vers la résilience, donc comprendre qu'est-ce que c'est déjà la résilience, voir comment elle peut se traduire, qu'est-ce qui existe déjà finalement sur le territoire. On ne part pas de rien, on l'a évoqué aussi. Donc, on dressait le portrait pour aussi voir déjà quels sont les différents impacts, les différentes menaces pour le territoire et identifier les priorités pour se projeter et agir et aller vers un plan d'action. Et c'est là qu'on est sur ce plan d'action qu'on vient réfléchir à des actions résilientes et que cet outil qu'on a élaboré, la boussole de résilience, permet finalement de se projeter avec des actions qui finalement, tout imbriquer les unes aux autres permet d'être résilient. Donc voilà, on n'agit pas juste sur, je sais pas, sur la robustesse où on se dit, on va faire un espace refuge ou des batteurs d'eau pour l'inondation ou du débroussaillement pour les feux de forêt. Mais vraiment, on se dit, on va aller regarder ce qui se fait ailleurs. Donc, c'est l'apprentissage. On va faire de la cohésion et de la solidarité. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure par exemple, les réserves citoyennes, la stratégie de la gouvernance par des réflexions intercommunales. Voilà. Donc, c'est tout ça qu'il faut mettre en œuvre pour avoir un territoire résilient. Sur la diapo suivante, voilà. Et ce que je disais, c'est que tout ça passe par des ateliers de co-construction, puisque vraiment, on vient pas dire, votre territoire, c'est ça, et voilà ce qui va devenir. En fait, c'est vraiment ensemble, avec l'ensemble des acteurs du territoire qu'il faut construire cela. Donc, généralement, on mène ça au travers de 4 ateliers. Comme je le disais, le premier, c'est vraiment la dynamique, le diagnostic partagé du fonctionnement de territoire selon des grandes thématiques, les grandes menaces. Le deuxième, c'est se projeter dans un avenir un peu sombre, entre guillemets. C'est vraiment se dire quels sont tous les impacts possibles pour mon territoire, qu'est-ce que finalement, vers quoi je ne veux pas tendre pour hiérarchiser ces différents impacts. L'atelier 3, c'est aussi découvrir les bonnes pratiques d'autres territoires pour pouvoir s'inspirer et puis décrire des actions résilientes pour le futur. Et enfin, le dernier atelier, lui, il vient vraiment choisir les actions, parce que généralement, on peut avoir beaucoup d'actions. Les gens c'est quand même assez, c'est un travail quand même assez dynamique et qui a permis de donner beaucoup de matière. Donc, vraiment, on vient voter sur les actions principales et puis réfléchir, aller venir les préciser pour avoir un véritable plan d'action opérationnel. Et sur cette diapo, là, c'est un exemple sur le territoire. Donc nous, on mène ce type de stratégie sur plusieurs territoires. Là, je vous ai mis l'exemple des Aubonnes dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc, c'est un petit territoire rural. Il y a 300 habitants dans les Pyrénées avec la station de Gourette, pour ceux qui connaissent. Et donc là, je vous ai juste mis des photos un peu des livrables qu'ils peuvent avoir en sortie finalement de ces différents ateliers. Donc en bas à gauche, vous avez ce qu'on construit avec les acteurs, c'est une fresque en fait thématique. Donc ça peut être par exemple sur le tourisme, les transports, l'économie, la vulnérabilité des populations, et on retrouve ces différents. Bon là vous pouvez pas dire, mais l'idée c'est de retrouver différentes icônes sur les tendances du territoire, les différents acteurs, les différentes actions qui existent déjà, et surtout de faire du lien finalement de tout ça, ne pas avoir juste une liste, mais quels sont les différents liens qui existent entre tous ces systèmes. Ensuite, on retrouve les 5 grandes menaces qu'on a pu avoir sur ce territoire, donc je ne vais pas trop détailler. À côté, en haut, les chaînes d'impact, à partir de chaque menace, finalement, quels sont tous les impacts possibles. Et puis en dessous, là, vous avez un exemple en atelier, en bas à droite, de la boussole avec les petits post-it, c'est toutes les actions possibles pour un impact. Voilà. Donc sur les Aubonnes, on est à une 50aine d'actions, je crois, de mémoire, qui ont été développées dans ces ateliers. Et enfin, je vais terminer avec juste une dernière diapo que je ne vais pas détailler du tout, mais c'était pour, comme vous aurez sûrement le diaporama, vous ayez quelques ressources
pas du tout exhaustive, hein, mais voilà, ça reprend le cadre général avec notamment le site Géorisque qui a été refondu là avec le plan Tous résilients face au risque, où il y a une entrée collectivité où vous pouvez entrer le nom de la commune et retrouver tous les risques derrière. On a élaboré avec l'ADREA Nouvelle-Aquitaine, qu'on a entendu tout à l'heure, une exposition virtuelle sur les risques naturels en Nouvelle-Aquitaine. Donc pareil, il y a le site, vous verrez, il y a plein de choses, il y a des petits jeux, des escape games sur l'inondation, etc. Et puis des choses un peu plus techniques et notamment un espace dédié aux collectivités. Le mémento du maire sur l'IRMA où vous retrouvez tout ce qui est responsabilité des élus locaux. Et puis sur le CEREMA et le doc CEREMA, vous aurez plein de documentation, des petits essentiels hyper synthétiques qui vous permettent d'aborder les risques, la vulnérabilité, la résilience, le changement climatique, la culture du risque, etc. Et voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Perrine et Didier. C'était très intéressant et du coup ça nous conforte dans l'idée d'adapter nos territoires. On a eu quelques éléments de réponse techniques. Dans le chat, juste pour faire un retour, il y avait la question de savoir qui est en capacité aujourd'hui de s'emparer de la question des diagnostics de vulnérabilité des territoires. On a vu des éléments là. A priori, le CEREMA, vous êtes tout à fait adapté, en capacité d'accompagner les collectivités à ce sujet. Oui, tout à fait. Alors, je ne l'ai pas présenté tout à l'heure, mais on pourra l'envoyer aussi. Il existe un référentiel national de vulnérabilité aux inondations qui a été élaboré par le CEREMA, le CEPRI et le ministère, qui date de quelques années et qui permet de mener ces diagnostics. Et en effet, le CEREMA et puis d'autres organismes, comme des agences d'urbanisme notamment, peuvent aussi mettre en œuvre ce type de diagnostic. En complément, en fait, c'est vrai que ça dépend des échelles. Le CEREMA, en tout cas, ne pratique pas des diagnostics de vulnérabilité à l'échelle du bâtiment, de la structure, comme fait le conseil départemental de la Gironde sur ses propres infrastructures publiques. En fait, ces bâtiments, ils aident à faire ce type de diagnostic. Voilà, ça, c'est des choses sur lesquelles on n'est pas. Et ce qu'a présenté Perrine, effectivement, là, on est tout à fait dans cet exercice de diagnostic à grande échelle. Très bien, super. Merci beaucoup encore une fois pour vos interventions. On remercie l'ensemble des intervenants. Juste un mot pour clôturer ce premier module. On s'excuse du retard pris. On termine avec un peu de retard sur ce premier module. Juste pour vous dire, donc, on a l'agenda qui s'est affiché là à l'écran des prochains modules. Le prochain se déroulera le 14 mars 2023. Oui. Alors, comme je vous le disais, donc, on a thématisé nos prochains modules pour essayer d'être plus concis sur chacun type de risque rencontré. Donc, le prochain module, ce sera sur le risque inondation lié aux eaux de surface et aux nappes. Le module 3, ce sera aussi les inondations, mais liées aux eaux pluviales. Donc, on sera plus sur les problématiques de ruissellement. Le module 4, ce sera lié aux feux de forêt. Et le module 5, donc, on sera sur les mouvements de terrain. Voilà, donc en fonction de l'intérêt et des sujets sur votre commune, n'hésitez pas à vous inscrire. On vous remercie d'avoir été aussi nombreux et n'hésitez pas si vous avez des questions à nouveau par rapport aux intervenants, nous pourrons transmettre vos questions et on fera un petit compte rendu. Merci beaucoup. Au revoir.